Bonjour à tous. Donc, je travaille sur un projet qui est dirigé par Joseph Zayed avec une équipe de chercheurs qui appartiennent à l'IRSST et à l'Université de Montréal. Je les salue et je les remercie. Je crois qu'ils sont presque tous dans la salle aujourd'hui. Je crois que le sujet de notre travail correspond très bien au sujet de l'animation, puisqu'il s'agit d'une étude exploratoire sur ces nouveaux emplois, les emplois émergents, les emplois qui sont en train d'être créés et qui se transforment, ces emplois qu'on appelle les emplois verts. Et je vais principalement vous parler des méthodes que nous avons développées pour aborder les emplois verts et les risques associés à ces emplois pour les travailleurs dans les secteurs. Comme le titre l'indique, il s'agit de dresser un portrait des emplois verts au Québec et de déterminer les risques potentiels chimiques et biologiques pour les travailleurs. C'est un projet de 2 ans qui a commencé en 2012, qui n'est donc pas terminé. C'est pour ça que je ne vais pas vous présenter beaucoup de résultats et que je vais surtout vous parler des méthodes. Notre vision est une vision très macro. On aborde les emplois verts de façon très générale, tant au niveau des professions qu'au niveau des industries qui sont concernées. Et notre point de départ, évidemment, a été de se demander, mais que sont les emplois verts? Il y a plusieurs notions d'emplois verts. Notions qui dépendent ou de l'intérêt du groupe ou de l'intérêt des personnes qui s'y intéressent. L'OCDE, le BLS, le Bureau of Labor Statistics américain, ont une approche plutôt économique. Les Nations Unies ont une approche plutôt sociale, avec la notion d'emploi décent, une notion très intéressante. Des regroupements sectoriels comme Envirocompétences, comme Éco-Canada, ont une approche axée évidemment sur la main-d'œuvre. Notre approche s'intéresse aux risques pour les travailleurs. Je précise tout de suite que toutes ces approches, qui sont un peu différentes, qui divergent, sont pour moi et nécessaires et complémentaires. On peut aborder les emplois verts de différentes façons, mais il s'agit avant tout d'un concept de société qui vise à apporter un changement. On peut espérer pour le mieux, qu'il s'agisse d'un changement pour un meilleur environnement ou pour une meilleure économie, qu'il s'agisse de favoriser la création d'emplois, d'améliorer les conditions de travail, etc. Nous avons décidé d'offrir notre propre définition dans cette optique-là. Et je la lis avec vous. Peut être considéré comme vert tout emploi visant directement à réduire l'impact environnemental des activités humaines et qui souscrit aux principes de développement durable. Les emplois verts, qui peuvent requérir des habiletés et des connaissances spécifiques, impliquent le développement, l'innovation ou l'utilisation de technologies, techniques ou procédés adaptés. Cette définition est pour nous opérationnelle, c'est-à-dire qu'elle nous a permis de faire sortir des critères qu'on peut appliquer aux emplois existants pour déterminer s'ils sont verts ou non. On peut facilement ressortir 2 critères principaux de cette définition. Le premier critère repose sur la réduction de l'impact environnemental. Le deuxième critère repose sur la notion de développement durable. Là, je vous donne quelques précisions. Nous avons utilisé les 16 principes de la Loi sur le développement durable du Québec, et parmi ces principes, nous en avons choisi 5 qui correspondaient aux objectifs de notre étude. Ces 5 principes ont aussi été retenus par le gouvernement du Québec dans sa 2e orientation stratégique, dans la stratégie de développement durable. C'est l'orientation qui vise à la réduction et la gestion des risques pour améliorer la santé, la sécurité et l'environnement. Donc un objectif qui est très similaire au nôtre. Dans notre démarche, pour souscrire aux principes de développement durable, aux grands principes, il suffit qu'un emploi rencontre un des 5 principes que nous avons sélectionnés. Ça permet aussi d'intégrer cette notion de nuance de vert. On peut dire que des emplois sont plus verts que d'autres. S'ils rencontrent plus de principes, ils sont plus axés sur le développement durable. Il y a des verts pâles et des verts foncés. C'est une notion qui est aussi reprise beaucoup par les Nations Unies et par plusieurs groupes internationaux. On parle beaucoup de nuances. Est-ce qu'un chauffeur d'autobus, parce qu'il conduit un autobus avec du biodiesel, est-ce qu'il est très vert? Ou est-ce que quelqu'un qui fabrique un panneau solaire? Ou est-ce que quelqu'un qui s'occupe d'agriculture biologique? On peut sentir tout de suite, intuitivement, qu'il y a des différences. Pour dresser la liste des emplois auxquels nous voulions appliquer nos critères, nous avons utilisé les outils de Statistique Canada. Nous avons procédé par étapes. Nous avons commencé par les groupes industriels du système de classification des industries de l'Amérique du Nord, les codes CIAN. Et de ces codes CIAN, en prenant tous les codes qui sont considérés verts par différents organismes, on a pris vraiment tous les CIAN qui sont présentés dans différents travaux. On peut extraire tous les codes professionnels, les codes de la classification nationale des professions, la CNP 2011, toutes les professions qui y sont rattachées. À chaque profession est rattaché un certain nombre d'appellations d'emploi. Dans la CNP 2011, il y a environ 40 000
appellations d'emploi. Donc parmi les professions que nous avions déjà retenues, par ce filtre assez grossier, il en restait 11 000. Et nous avons appliqué les critères que je vous ai présentés tout à l'heure à chacun de ces 11 000 emplois. Le résultat, c'est ce que vous voyez. Nous avons retenu environ 460 appellations d'emploi que nous considérons vertes, plus ou moins vertes. On les retrouve dans environ 71 codes professionnels, professions, qui se retrouvent dans un peu plus de 140 secteurs industriels. Et pour votre information, pour ceux qui ne sont pas familiers avec profession, emploi, etc., je vous donne juste les définitions. Une profession se définit comme un ensemble d'emplois suffisamment analogues sur le plan du travail exécuté pour qu'il soit possible de les regrouper sous un même titre à des fins de classement. Et un emploi englobe toutes les tâches exécutées par un travailleur dans le cadre de ses fonctions. Donc on détermine quels sont les emplois, les appellations d'emploi considérées vertes à travers des professions, donc un ensemble. Voici un court extrait, un petit exemple de notre grille de résultats. Ça ne montre évidemment que quelques emplois qui ont été retenus et les critères qui sont juste derrière avec la cote qu'on leur a donnée. Ce que nous avons observé assez rapidement en dressant cette liste, c'est que certains emplois n'apparaissent pas ou sont cachés dans la CNP 2011. Par exemple, la production, la fabrication, l'installation de systèmes d'énergie renouvelable est très peu représentée en termes d'appellation d'emploi. Il n'y a que 2 emplois qui mentionnent solaire en 2011. 0 appellation d'emploi qui mentionne photovoltaïque. Il n'y a que 2 appellations qui mentionnent éolien. Il y a un problème de discrimination des emplois. Et la difficulté provient en fait de l'impossibilité actuelle de différencier certains emplois, comme par exemple un électricien traditionnel d'un électricien qui travaille avec du photovoltaïque. Les outils statistiques canadiens ne permettent pas de le faire. On n'a pas de différence d'appellation. Donc c'est très difficile d'aller chercher ces travailleurs dans les outils statistiques que nous avons. Mais est-ce qu'il y a une raison de le faire? C'est une question qui pour nous est liée justement à notre étude. Parce que les 2 emplois que je viens de mentionner, par exemple, que ce soit un électricien traditionnel ou qui travaille avec du photovoltaïque, il y a des différences. Ne serait-ce que le courant continu versus le courant alternatif qu'on a directement à la sortie des courants continus qu'on a directement à la sortie des panneaux photovoltaïques. Donc, les connaissances du travailleur, ses habiletés, sa formation peuvent être différentes. Les risques pour le travailleur peuvent être différents. Donc, il y aura une bonne raison de les discriminer. C'est un autre extrait du même tableau, un petit peu plus bas dans la liste. Vous voyez d'autres codes professionnels avec d'autres emplois. Vous voyez aussi des codes qui sont un petit peu moins élevés que dans l'exemple précédent. Des emplois qui, dans notre méthode, seraient considérés moins verts. Il faut aussi tenir compte du fait que certains emplois ne peuvent être considérés verts, mais que dans un domaine précis, un domaine qui leur est attaché. Comme par exemple, il y a beaucoup de machinistes ou d'opérateurs qui travaillent avec de l'équipement relativement traditionnel, mais qui peuvent être considérés verts dans un domaine particulier, comme par exemple celui du recyclage. La condition, c'est que les connaissances ou la formation particulière soient nécessaires à ces travailleurs pour fonctionner dans ce domaine en particulier. Une fois que nous avons complété l'identification des emplois, nous avions notre liste d'appellations d'emploi, notre liste de professions. Il s'agissait maintenant pour nous de déterminer quels étaient les risques associés à ces différentes professions. Nous avons choisi d'adapter une méthode d'estimation qualitative, qu'on appelle en anglais le control banding, ou en français la gestion graduée du risque. C'est une méthode qui est plus souvent utilisée pour proposer des outils de gestion du risque, d'où la notion de control en anglais. Des outils qui peuvent être réévalués en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques sur les produits ou sur les procédés qui sont impliqués pour les travailleurs. Assez pratiquement, on estime l'exposition d'un travailleur dans un milieu donné à un contaminant précis et on estime la dangerosité ou la toxicité de ce contaminant. Et le modèle, celui que vous voyez au tableau, qui est le modèle le plus simple, propose des solutions adaptées. Typiquement, il s'agit de mesures de protection, de port de masque, d'équipements adaptés, etc. C'est un modèle qui a été adapté et mis en ligne par le Health and Safety Executive, le HSE britannique, dans un modèle qui s'appelle le COSH, le Control of Substances Hazardous to Health. Il y a une autre version de ce modèle qui existe, qui a été développée par les Hollandais, qui s'appelle le Stoffen Manager, qui est un peu plus poussé, qui permet de rentrer plus de données, plus de variables, donc d'avoir un résultat plus précis, et dans le cas du Stoffen Manager, qui est
quasiment semi-quantitatif. La notion est extrêmement simple. Plus on a d'informations sur le milieu de travail, sur le contaminant ou sur l'exposition du travailleur, plus on peut apporter une réponse adaptée. Dans notre utilisation, on a utilisé le control banding dans sa version la plus simple. Notre vision est extrêmement générale et très macro, donc il ne s'agit pas d'essayer de rentrer des données très précises, plutôt d'avoir une image générale du milieu de travail. Grâce à cet outil, nous espérons pouvoir faire ressortir des priorités, des milieux professionnels où une attention plus particulière est nécessaire assez rapidement. Donc, une fois que nous avions identifié nos appellations d'emploi, nous avions une liste de codes professionnels et nous avons retenu parmi ces professions celles que nous allions analyser pour le risque. Pratiquement, nous avons presque toutes retenues. Sur les 66 dont je vous ai parlé tout à l'heure, nous avons retenu 63. Nous avons juste éliminé les postes de direction en considérant que dans ces postes-là, le risque ne pouvait pas être supérieur à celui des travailleurs du même domaine. Il pouvait être soit inférieur ou au pire égal. Mais on n'en a enlevé que 3 professions en tout. Ces 63 professions ont été croisées avec chacun des secteurs pertinents dans une notion d'emploi vert. Par exemple, on retrouve des menuisiers charpentiers à peu près partout, pour la maintenance, pour des tas de raisons. Mais dans l'optique des emplois verts, les menuisiers charpentiers nous intéressent dans l'optique de la construction verte, le rétrofit par exemple, les nouvelles techniques d'isolation, etc. Pas quand ils vont juste faire une cage d'escalier dans une mine par exemple. Donc on a croisé la profession avec le secteur industriel adapté. Ça nous donne à peu près le tableau que vous voyez. Et à partir de ces informations, les hygiénistes industriels de notre équipe ont pu dresser une liste de contaminants associés à ces professions dans ces secteurs précis. À partir de ce point-là, les méthodes d'évaluation du risque chimique ou biologique ont un peu divergé. Tout d'abord, les contaminants chimiques potentiellement présents pour une profession ont été évalués selon la probabilité de leur présence, entre certains probables et possibles. Nous avons éliminé les possibles pour ne garder que les contaminants qui étaient jugés, dont la présence était jugée probable ou certaine. Et à chaque profession, ça a donné en termes de résultats environ entre 5 et 30 contaminants identifiés par profession. Au niveau biologique, l'évaluation s'est orientée sur l'estimation de la classe des micro-organismes présents. Les agents biologiques sont classés en 4 catégories, selon leur pathogénicité. 1 correspond à un risque faible pour l'individu ou la société, et on y retrouve la majorité des moisissures. 2, on retrouve hépatite et salmonelle. En 3, on retrouve des agents type VIH, tuberculose, fièvre jaune. Et en 4, on retrouve les agents biologiques qui présentent un risque élevé, sans traitement connu, catégorie où je crois qu'on n'y a que des virus, genre fièvre hémorragique, Ebola par exemple. Donc pour nos professions, ce n'est pas une liste de pathogènes qui a été dressée, ce sont des exemples qui ont été donnés de la classe des pathogènes que l'on peut retrouver dans un milieu. Donc ici, on le voit tout en bas, ce sont des exemples de la classe 2, Legionella, hépatite A, norovirus, etc. Si les agents biologiques sont classés en 4 catégories, qui sont clairement définies, il faut également classer les contaminants chimiques selon leur toxicité. C'est une classification qui a été réalisée par le chimiste de notre équipe, Claude Ostigui, de l'IRSST. Il s'est servi des données de l'ACGIH, du Material and Safety Data Sheet de Sigma Aldrich et du REPTOX, du service de répertoire toxicologique de la CSST. Et il a pu attribuer à chacun des contaminants que nous avions identifiés une cote qui va de 1 à 5 pour chaque contaminant. Nous avons choisi de classer tous les cancérigènes 1 ou 2A, donc certains ou probables selon l'IARC, automatiquement dans la classe 5. C'est une façon très courante de le faire en gestion graduée du risque, dû à l'absence de seuil d'exposition. Il a fallu aussi réconcilier des données qui sont divergentes entre la CGIH ou le MSDS de Sigma Aldrich. C'est pour nous toujours la CGIH qui a prévalu dans un contexte nord-américain. Mais nous avons gardé toujours les différences quand il y en avait. Nous avons identifié plus de 220 contaminants parmi les 66 professions. Il y en a qui sont très clairement identifiés, comme du chlorure de cadmium, de l'arsenic par exemple, ou d'autres qui sont un peu plus généraux, comme des brouillards d'acide inorganique ou des poussières de sol. Pour en revenir maintenant au modèle de control banding, l'estimation du potentiel toxique ou de dangerosité est complétée
il faut maintenant s'intéresser à l'exposition des travailleurs. Je commence par le modèle chimique. L'estimation qualitative de l'exposition dans le milieu de travail a été faite par contaminant dans une profession donnée, selon deux variables. La première variable est la fréquence d'utilisation et la deuxième est l'empoussièrement ou la volatilité. C'est un modèle qui a été développé par Robert Bourbonnais, un des deux hygiénistes de notre équipe. L'estimation est donc qualitative, basée principalement sur l'information que l'on retrouve dans la CNP ou dans le SIAN, selon le niveau des tâches performées par le travailleur ou le genre d'activité dans l'industrie. Et évidemment que nous avons complété l'information par toutes les ressources disponibles qui permettent de caractériser les milieux professionnels dans une profession donnée, pour un contaminant donné, selon la fréquence d'utilisation du contaminant et ses propriétés physico-chimiques. Le croisement des résultats nous donne une valeur d'exposition de faible à très élevée ou de 1 à 4. Pour le modèle biologique, c'est très similaire. L'estimation qualitative de l'exposition du travailleur est faite selon les deux variables encore, le taux de génération, qui inclut aussi la proximité de la source, G, qui donne un score de 0 à 8, et le niveau d'activité, A, qui donne un score de 0 à 2. Et la somme, G plus A, est interprétée selon 4 fourchettes qui donnent un score d'exposition de nouveau de 1 à 4. Comme vous pouvez le voir, c'est un modèle qui donne beaucoup plus d'importance au taux de génération et à la proximité de la source dans l'estimation de l'exposition en comparaison de l'activité du travailleur. C'est pour se rapprocher de la réalité, en fait, sur le terrain. Nous avons donc maintenant des variables de toxicité ou de dangerosité et d'exposition qui sont estimées, et on peut appliquer un modèle de control bending. Je vais vous décrire quelques choix méthodologiques que nous avons faits à ce moment-là. Pour le risque chimique, l'application d'un modèle de control bending nous permet d'obtenir une cote de risque pour chaque contaminant à l'intérieur d'une profession donnée. Ça donne donc une série de résultats pour un code professionnel. Le modèle que nous avons utilisé est directement dérivé du COSH, dont je vous parlais tantôt, le modèle britannique. C'est un modèle qui permet donc d'entrer une situation professionnelle et un produit, et le résultat s'exprime en termes de mesures de contrôle. Port de masque et autres contrôles respiratoires. Dans notre utilisation, le résultat s'exprime en niveau de risque de 1 à 4, 4 étant le plus risqué. Vous remarquez encore là que dans la classe toxique 5, où se trouvent les cancérigènes, cela entraîne automatiquement un niveau de risque 4. Pour le risque biologique, l'application du modèle de control bending s'applique à chaque situation professionnelle. Donc on obtient un résultat pour un code professionnel. Même chose encore, le risque 4 entraîne automatiquement un risque maximum. Alors, concrètement, je vous donne un petit exemple, un extrait de nos résultats. Pour chaque profession, on retrouve la liste des appellations d'emploi, on retrouve la liste des contaminants potentiels. Là, je n'ai donné qu'un seul exemple, mais vous comprenez qu'il y en a pour chaque profession au niveau chimique entre 5 et 30 environ, et un exemple ici des contaminants des agents biologiques. Donc pour les contaminants biologiques, on a un résultat à la fin. Pour les contaminants chimiques, on en obtenait toujours plusieurs. Il nous reste donc à analyser ces résultats. C'est là où nous sommes rendus dans notre étude. Au niveau biologique, le résultat, l'analyse est relativement simple. Nous obtenons un résultat par code professionnel. Donc on peut directement les classer par ordre, on a un résultat. Au niveau chimique, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on a une série de résultats. Nous avons développé deux méthodes pour l'instant pour les analyser. La première approche est relativement directe, elle est très simple. Nous prenons tous les résultats de control bending et nous les multiplions l'un avec l'autre. Ça nous donne une cote à la fin et on peut les trier par ordre décroissant, le résultat le plus élevé correspondant au résultat le plus risqué. Nous avons développé un deuxième modèle avec deux variables de nouveau qui intègrent d'abord le nombre de contaminants identifiés que nous avons triés par quartile et le pourcentage de résultats de control bending qui sont égaux ou supérieurs à 3. Donc, parmi les contaminants identifiés, combien sont particulièrement dangereux. On peut considérer dans un milieu professionnel qui comporte un grand nombre de contaminants que ce milieu est plus dangereux qu'un autre milieu où il n'y aurait que très peu de contaminants. Mais il faut tenir compte de la dangerosité de ce contaminant. Parce que très peu de contaminants, mais extrêmement dangereux, peut présenter plus de risques pour un travailleur qu'un très grand nombre de contaminants, mais bénins ou à risque très faible. Donc, ce modèle à double entrée nous permettra de classer les résultats selon ces deux variables et de présenter un degré de risque par profession. Pour vous donner un exemple un peu extrême, il s'agit aussi pour nous de savoir si nous avons une profession avec très peu de contaminants, tous extrêmement dangereux,
ou au contraire une autre profession avec beaucoup de contaminants, tous extrêmement peu dangereux. Je ne vais pas aller trop loin dans l'analyse, mais je peux déjà vous dire que ce n'est pas le cas. Mais le fait de faire cette analyse nous permet aussi de savoir si nous avons ce genre de situation, parce que cela pourrait représenter un biais dans l'étude. Je sais déjà que ce n'est pas le cas, mais il y a encore pas mal de travail à faire. Ce sont donc les résultats qui restent à venir dans notre étude. Le modèle doit être finalisé, nous devons l'appliquer à chaque profession, et nous espérons ensuite être en mesure de suggérer un certain nombre de professions vers lesquelles des études plus approfondies ou des études quantitatives seraient nécessaires pour s'assurer de la sécurité des travailleurs. La même approche que nous avons utilisée, l'approche de control bending, avec une approche un peu différente, pourrait être utilisée dans ces milieux professionnels afin de déterminer quel poste en particulier nécessite des interventions en SST, ou simplement pour s'assurer que les mesures sont en place pour la protection des travailleurs. Ce qui est très clair dans le domaine des emplois verts, c'est qu'une technologie verte ne signifie pas du tout une technologie sans danger. Et que les travailleurs de l'industrie verte, ou de l'industrie de l'environnement, font face à des dangers qui sont prévisibles et évitables. D'autant plus qu'on demande à de plus en plus de travailleurs de s'adapter à des technologies ou à des procédés qui se transforment en permanence. Je veux juste conclure en rappelant qu'un développement sain et à long terme doit tenir compte des dangers et penser dès le départ à la prévention et à instaurer des mesures de protection adéquates pour les travailleurs. Merci beaucoup pour votre attention.